Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado du Dr. Kin. Donc, je crois qu'on est rendu à l'épisode 27. Donc, j'espère que vous avez amplement profité de la journée aujourd'hui qui semblait très ensoleillée et très joyeuse un peu partout. J'espère aussi que vous êtes levé de bonne heure et que vous êtes couché tôt. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de sommeil et de l'impact du sommeil sur la régulation de la balance énergétique et, par la même occasion, du poids. Donc, qu'est-ce qui va avoir un impact en lien avec le sommeil sur les calories qu'on va ingérer, puis les calories qu'on va dépenser. Donc, est-ce qu'il y a un impact réel? Alors, avant de se lancer un peu plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le balado. N'hésitez pas à faire le petit pouce pour dire que vous appréciez. N'hésitez surtout pas, et j'apprécie ça énormément, de poser des questions, d'intervenir durant le balado. C'est toujours très apprécié. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre soit par courriel mso@drkin.com ou encore via le site Dr. Kin. Il y a un petit onglet Messenger. Vous pouvez me laisser un message là et ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, le fameux sommeil. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on parle de l'importance du sommeil au niveau de la régulation du poids. J'ai vu plusieurs publications passer sur les réseaux sociaux dans les derniers 6 mois disant que si ton sommeil n'est pas bon, c'est impossible que tu réussisses à perdre du poids, donc il faut que tu dormes, etc., etc. Le sommeil, c'est quelque chose qui est assez complexe, quelque chose qui est difficile, bien que tout le monde est quand même pas pire pour réussir à dormir. Et c'est pas tout le monde qui va se poser des questions sur la qualité de son sommeil. Sauf que le sommeil a des ramifications importantes. Donc, ça fait depuis que l'être humain existe qu'il faut dormir. Donc, on a des besoins importants en sommeil. Ça joue un rôle critique dans notre développement. Ça joue un rôle critique dans notre récupération. Ça ne veut pas dire que parce que ça joue un rôle critique, que le sommeil est systématiquement quelque chose de super important. Le sommeil comme tel, ça prend un minimum, ça prend une certaine quantité, une certaine qualité pour faire un travail très convenable, soit en termes de récupération, soit en termes de régulation, si on veut, de la balance énergétique. La problématique est que le minimum semble être de moins en moins atteint. Donc, de façon, je dirais, presque inquiétante, on observe de plus en plus de gens qui vont en moyenne dormir moins de 5h30 par nuit. Donc, c'est une proportion grandissante de la population qui, on ne parle même pas d'atteindre à peu près les 8 heures de sommeil, mais qu'on n'atteint même pas le 6 heures. Donc, on va se situer tout juste en dessous de la barre du 6 heures, à peu près à 5,5 heures. Et ça commence à faire pas beaucoup d'heures de sommeil. On remarque aussi une plus grande difficulté à obtenir un sommeil de qualité. Donc, l'exposition aux écrans, les mauvaises routines de sommeil vont être des choses qui vont aussi affecter la qualité du sommeil. Donc, on a 2 scénarios lorsqu'on va parler de l'influence du sommeil sur le poids puis la régulation de la balance énergétique. Premier scénario, on peut avoir quelqu'un qui dort suffisamment d'heures, mais dont le sommeil n'est pas réparateur. Et là, on se trouve à avoir des heures où on ne dépense pas beaucoup de calories lorsqu'on dort et qui ne rencontrent pas leur objectif, leur fonction principale qui est de favoriser la récupération, etc., etc. Deuxième scénario, on se ramasse avec des gens qui, tout simplement, de façon quantitative, n'atteignent pas une durée totale de sommeil suffisante ou adéquate. Donc, il y a un aspect quantitatif, il y a un aspect qualitatif. Donc, c'est les 2 scénarios là, qu'on va retrouver en lien avec le sommeil qui peuvent s'avérer problématiques. Je vous dirais que je n'ai pas vu tant de différence là, dans les études que j'ai lues dans la préparation pour le podcast. Ce qui était... qu'on utilisait beaucoup parce que c'était facile à mesurer, c'était le temps total de sommeil. Donc, il y a plusieurs publications qui se sont penchées sur le nombre d'heures de sommeil. Si on modifie cette quantité-là à la hausse, à la baisse, qu'est-ce que ça change sur différents paramètres? Donc, il y a des paramètres psychologiques, sociaux, puis, moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, des paramètres plus métaboliques, donc au niveau de la régulation de la dépense énergétique, régulation des apports énergétiques et finalement le poids. Alors, je vais surtout m'attarder à l'aspect quantitatif parce que il y a plus de littérature là-dessus. Donc, il y a des études qui ont observé que
chez les personnes qui dormaient moins de 7 heures par nuit, plus particulièrement les femmes, il y avait une prise importante de poids qui s'effectuait sur plusieurs années. Donc, au cours d'une vie, quelqu'un qui va dormir 7 heures ou moins va courir le risque de gagner beaucoup plus de poids. Donc ça, c'est une association. On regarde, dort pas beaucoup, prend du poids. C'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'on dort pas assez. Puis je vais caricaturer, mais je vais donner un exemple juste pour illustrer qu'on ne peut pas seulement regarder une association entre le sommeil puis la prise de poids. L'exemple suivant, si j'ai quelqu'un qui se couche tard parce qu'il mange, le fait qu'il mange tard, il est éveillé pour manger, ça lui fait moins d'heures de sommeil. Alors, cette personne-là prend du poids, puis on va dire, cette personne-là ne dort pas assez, donc c'est pour ça qu'elle prend du poids. On ne peut pas dire ça, peut-être parce qu'elle mange trop dans sa journée, donc elle mange trop le soir, puis ça a un impact sur son sommeil, parce que les heures qu'elle va manger, c'est les heures qu'elle ne dort pas. Donc, ça peut être ça. Donc, il faut faire attention dans les grosses enquêtes qu'il y a eu qui ont associé le sommeil à la prise de poids. C'est pas un lien de cause à effet. Donc, il semble y avoir quelque chose, un lien. Les gens qui dorment moins ont tendance à prendre plus de poids que les gens qui dorment suffisamment. Donc, le suffisamment, on s'entend, dans la majorité des études, c'est un 8 heures, plus ou moins 1 heure, là, qu'on va considérer comme étant une quantité adéquate de sommeil pour l'être humain moyen. Donc, quelqu'un qui va être en dehors de cet intervalle-là, on va considérer qu'il dort soit trop, soit pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve, cette comparaison entre les gens qui dorment moins, qui dorment versus des gens qui dorment plus? Une fois qu'on a vu l'association à plus grande échelle, on s'est dit, on va se pencher sur qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Puis en quoi le sommeil va affecter la quantité de calories qu'on va dépenser? Donc, il y a plusieurs éléments qui sont vraiment, vraiment intéressants. Alors, souvent, les études vont prendre 5,5 heures, 6 heures à peu près comme valeur insuffisante de sommeil. Puis, on a observé dans plusieurs études que chez les gens qui ne dormaient pas assez, et ça, c'est vraiment intéressant, ça peut paraître contre-intuitif, mais les gens bougeaient plus. Donc, plusieurs études ont démontré qu'on avait une quantité totale d'activité physique sur 24 heures qui était plus importante chez les gens qui dormaient, par exemple, 5,5 heures versus des gens qui dormaient 8,5 heures. Donc là, on se dit, donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de la dépense énergétique. Alors, effectivement, il y a certaines études qui ont observé que chez les gens qui dormaient à peu près 5,5 heures, ces gens-là, en activité physique, ils dépensaient plus de calories. On s'est penché sur, s'ils prennent du poids, ces gens-là, c'est forcément parce que le métabolisme de repos doit ralentir. On effectue les mesures de métabolisme de repos, ça va à un rythme à peu près normal. Donc, on dépense plus de calories, dans certains cas, lorsqu'on dort moins. Puis quand on s'arrête à y penser, on réalise que, qu'est-ce que je fais quand je ne dors pas? Les heures qu'on remplace, donc les heures durant lesquelles on serait supposé dormir, mais qu'on ne dort pas, on est éveillé, on va faire des activités physiques habituellement de faible intensité du quotidien, du moins on va être éveillé. Donc ça fait en sorte qu'on va dépenser un peu plus de calories que si on dormait. Donc c'est pas si aberrant que ça ou contre-intuitif finalement que de conclure que si on augmente la durée du sommeil, on a moins d'heures pour être actif, donc potentiellement on pourrait dépenser moins de calories. Et inversement, si on va dormir moins d'heures, puis ces heures-là, c'est des heures d'éveil, on va se ramasser, du moins à court terme, à avoir une augmentation de la dépense énergétique. Puis c'est ce qu'on observe, il y a des études qui chiffrent ça de l'ordre entre 3 et à peu près 8 %, donc un 5 % de calories de plus qu'on dépense lorsqu'on va moins dormir. Donc, ça peut paraître intéressant. On se dit, finalement, pas dormir assez, ça peut être favorable pour la perte de poids. Le problème qu'on a, c'est qu'il va y avoir, ça va être accompagné par une augmentation de la prise alimentaire. Donc, il va y avoir une augmentation de la quantité de calories qui est ingérée quotidiennement et cette augmentation-là va être plus importante que l'augmentation de la dépense énergétique. Alors, on observe là, sur 2 semaines une prise selon les études, entre 500 grammes puis presque 1 kg de poids chez les gens qui ne dorment pas assez, et ce, malgré une augmentation de l'activité physique d'à peu près 5 %. Alors, la prise alimentaire est plus importante. Puis
Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que cette prise alimentaire-là, on va favoriser des aliments, une augmentation de la consommation de glucides un peu plus, et aussi, dans certains cas, une augmentation de la consommation d'aliments qui sont denses en calories. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chercheurs, ce qu'ils ont tenté de faire pour expliquer ça, c'est que, on se pose la question, comment ça se fait que, on va consommer tant plus? C'est fort probable que lorsqu'on a une quantité insuffisante de temps de sommeil, mais la récupération se trouve hypothéquée. Les phases de sommeil vont se trouver raccourcies ou encore certaines phases n'apparaîtront pas. Et l'organisme va pallier à cette carence de récupération-là, qui est jumelée à une légère augmentation de l'activité physique par une augmentation des besoins en calories. Donc, on va augmenter les apports en calories pour essayer de favoriser la récupération, puis essayer de ne pas se ramasser en déficit énergétique, ou est-ce que là, la récupération, c'est encore plus hypothéqué. Donc, ça serait étroitement relié à des besoins en récupération. Donc, le fait de dormir moins d'heures, on va avoir un impact sur l'activité physique parce qu'on va être éveillé, et on va avoir un impact sur la prise alimentaire, donc l'appétit va avoir tendance à être un peu plus important et va avoir tendance à être un peu trop important, donc les besoins en calories vont être dépassés et ce qui va créer une prise de poids. Donc si on passe sur un 14 jours, entre 500 grammes et 1 kg, ça va monter assez vite, sauf que ce n'est pas linéaire. Donc, cette prise-là, ça ne continuera pas ad vitam aeternam. Ça va venir, comme à peu près toutes les prises de poids, à se stabiliser, à atteindre un nouveau statu quo. Mais ça peut quand même faire en sorte qu'on va avoir une augmentation relativement importante du poids, uniquement à cause du déséquilibre induit par le sommeil au niveau de la balance énergétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à bouger plus? Bouger plus de façon plus importante que les calories, donc surtout dans une optique que quelqu'un veut perdre du poids. Donc, si j'ai quelqu'un qui dit « moi, je veux perdre du poids », je dors pas assez, je dors 5,5 heures, je vais me restreindre au niveau de la bouffe et je vais chercher à m'entraîner à bouger plus. Qu'est-ce qu'on va observer? C'est que ces gens-là vont être plus assujettis à des mécanismes compensatoires. Donc, on va observer une plus grande réduction de l'activité physique à l'extérieur de l'exercice et aussi une augmentation du temps sédentaire hors sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend quelqu'un qui dort en moyenne 8,5 heures et qui va avoir une quantité de temps sédentaire durant sa journée, du temps assis, du temps où est-ce qu'on ne dépense pas beaucoup de calories, il va avoir un temps X dans sa journée. Si je prends quelqu'un qui dort 5,5 heures par nuit, son temps sédentaire total par jour va être un peu plus important. Donc, ce qui va se passer, c'est que les heures qu'on remplace le sommeil, oui, il y a une dépense énergétique plus importante, mais ce n'est pas remplacé par des tâches hyperactives ou très énergivores. De là, l'augmentation d'à peu près seulement 5% de la dépense énergétique. Il va y avoir beaucoup plus de tâches sédentaires, d'activités sédentaires. Un papier indirectement qui estimait le temps assis qui a tendance à être un peu plus élevé. Alors, ça veut dire qu'on se ramasse avec un sommeil qui n'est pas adéquat, qui n'est pas suffisant pour optimiser la récupération. L'organisme tente de compenser en augmentant les apports énergétiques. Nous, on va essayer de s'économiser un peu plus dans la journée. Donc oui, on va être éveillé, on va avoir tendance à être plus assis, du moins être plus sédentaire que si on avait dormi suffisamment. Et ce temps sédentaire-là va devenir problématique parce que lui aussi va potentiellement venir nuire à notre capacité à récupérer. Alors là, c'est tout un cycle où est-ce qu'on s'en va dans une situation de plus en plus problématique parce que moins je récupère, moins je risque d'être actif, moins je risque d'être capable d'être actif et éventuellement, ça va être mes tâches à plus haute intensité qui vont se trouver affectées. Donc au quotidien, je vais peut-être réussir à maintenir une dépense énergétique correcte grâce par exemple à mes entraînements à très haute intensité. Mais sur plusieurs jours, plusieurs semaines, d'avoir ce cycle-là de sommeil carencé et d'augmentation du temps sédentaire qui va hypothéquer ma récupération, chaque séance d'entraînement intense, je vais être de moins en moins capable de récupérer. Alors, je ne serai pas en mesure de mettre en place des adaptations qui vont me permettre de progresser et je vais me trouver
à niveler éventuellement par le bas. Donc, ça peut être l'apparition de blessures, ça peut être de la démotivation. Donc, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que les exercices que je fais vont être de plus en plus difficiles à faire. Non pas parce que la demande des exercices augmente, mais parce que ma capacité à récupérer de ces derniers diminue. Donc ça c'est vraiment contre-productif, tant pour un athlète que pour quelqu'un qui souhaite gérer son poids. Alors, les autres éléments qu'on peut observer en lien avec ça, avec le temps sédentaire, qui peuvent aussi affecter la prise alimentaire, puis, si on veut, notre aptitude à faire de l'activité physique ou de l'exercice, c'est sur notre humeur. Donc, on remarque qu'il y a une différence importante au niveau de l'humeur entre les gens qui vont dormir 5,5 heures puis les gens qui vont dormir 8,5 heures. Donc, la principale différence au niveau des paramètres qui ont été observés au niveau psychologique puis au niveau de l'humeur, c'était au niveau de la joie de vivre. Donc, les gens qui dormaient moins avaient tendance à être un peu moins joyeux et les gens qui dormaient plus étaient un petit peu plus de bonne humeur. Alors ça aussi, dans certaines publications, est associé avec la capacité à participer à des activités physiques, la capacité à participer à des activités sociales. Alors le cercle, on commence à rajouter là, un cerceau de plus là, qui ne nous aide pas à tourner dans la bonne direction. Donc ça devient vraiment, vraiment problématique. Et le pire là-dedans, c'est que la plupart des études se sont arrêtées sur une déficience de sommeil d'une durée d'à peu près entre 14 et 21 jours. Donc, on ne sait pas, ou je n'ai pas vu de publication qui mesurait l'impact sur la sédentarité, sur l'activité physique et sur les apports nutritionnels d'une carence en sommeil, si on veut, chronique. Donc, est-ce que l'organisme finit par se stabiliser, puis le 5,5 heures devient une valeur suffisante par défaut? C'est peu probable. Ou est-ce que, justement, les choses empirent jusqu'à temps qu'on soit contraint de changer les choses, qu'il y ait de la maladie, qu'il y ait des contraintes au niveau de l'humeur qui deviennent trop importantes. Donc, on peut penser à des symptômes de dépression. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte que sur une période plus longue, lorsqu'on va prolonger les carences en sommeil, on va se ramasser avec une problématique encore plus lourde. Puis, ça ne sera pas uniquement associé au poids. Donc, ça, c'est vraiment critique. Puis, je rejoins la plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux qui mentionnent que le sommeil, c'est super important, puis il faut bien dormir. Puis là où je vous décroche un petit peu, c'est que la plupart du temps, c'est associé avec vous allez consommer tel supplément pour favoriser votre sommeil, vous allez prendre du magnésium, vous allez prendre de la mélatonine, etc. Je trouve que c'est une approche un peu rapide et une approche qui ne réglera pas la problématique parce que, mis à part certains médicaments là, de type somnifère, l'induction du sommeil de façon artificielle, ça ne remplace pas une routine adéquate du sommeil ou une qualité du sommeil où on serait prédisposé à dormir. Puis de ce que je remarque, en plus de la réduction du temps associé au sommeil, c'est qu'on n'est pas prédisposé à bien dormir. Donc, presque tout le monde à qui je parle de gestion de poids, je vais leur poser la question au niveau de le temps d'exposition à des écrans, le moment auquel ils sont exposés à des écrans, puis s'ils ont une routine du sommeil. Presque tout le temps, il y a un temps d'écran super élevé, concentré avant le dodo, puis il n'y a pas vraiment de routine du sommeil. On se couche, puis oui, on a peut-être une routine, mais souvent, ça va être une routine qui va impliquer des écrans. Par exemple, je vais écouter la télé, puis après ça, je vais aller me coucher. Ça devient un élément vraiment, vraiment important. Il y a plusieurs tribus, là, il y a longtemps, qui célébraient le sommeil. Donc, il y avait vraiment un mode de préparation au sommeil qui était presque sacré pour justement favoriser un sommeil réparateur. Chez les enfants, les nouveau-nés, on est à peine sorti de l'hôpital qu'on se fait dire le sommeil c'est super important, le classique on ne réveille pas un bébé qui dort, il faut que le bébé ait son sommeil. Il faut tout faire en sorte pour que le sommeil du bébé soit optimal. Donc ça, là, très jeune âge, même les enfants, il faut qu'ils dorment, on leur impose une heure de coucher, on leur impose une routine parce qu'on réalise que lorsqu'il y a une routine, les enfants s'endorment beaucoup mieux, le sommeil, il y a souvent moins de réveil par la suite, ça va mieux. Puis chez l'adulte, tout d'un coup, on se dit, on n'est plus des enfants, on est majeur et vacciné, puis pouf, plus besoin de routine comme telle parce que nous, étant donné qu'on est majeur,
on va s'endormir, puis on est capable d'en prendre. En réalité, c'est probablement pas ça. Donc, on se rend compte que l'être humain a besoin de constance dans beaucoup de sphères de sa vie, dont le sommeil. Alors, la routine du sommeil, et ça me fascine. Moi, chaque fois que j'en parle à des clients, je me sens mal parce que je me dis c'est tellement enfantin. C'est tellement quelque chose que je trouve... Pourquoi quelqu'un me paierait pour que je dise qu'il faut avoir une routine du sommeil puis l'aider à structurer une routine du sommeil? Mais je réalise que les gens, ils n'en ont pas. Et pire encore, bien que ça soit enfantin, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés, puis je m'inclus là-dedans, à avoir une routine du sommeil adéquate. Ne serait-ce que commencer par « je vais me coucher à une heure régulière ». Donc, plus je me couche à la même heure, plus je me lève à la même heure, plus je viens à établir mes rythmes circadiens, plus je viens à favoriser une constance dans mon cycle d'endormissement, mes phases du sommeil, puis mes phases de réveil. Donc tout ça, ça devient vraiment, plus c'est répété, plus c'est constant, plus ça devient facile et plus ça devient productif. Donc un 8 heures de sommeil qui provient d'une nuit qui est dans la lignée, dans une continuité d'une séquence de nuits qui sont toujours couchés à la même heure, réveil à la même heure, va être beaucoup plus payant en termes de récupération qu'un 8 heures de sommeil qui provient de facteurs aléatoires. Donc, toutes les journées précédentes, il n'y a pas une journée que je me suis couché à la même heure. Il n'y a pas une journée que j'ai fait la même chose avant de me coucher. Donc, c'est tous des éléments qui vont venir grandement perturber notre capacité à bien dormir. Alors, il faut s'assurer au minimum d'aller chercher un 8 heures de temps allongé. Donc, déterminer l'heure de coucher. Si je me couche à 10 heures, ben, je vais avoir 10 heures, j'ai 2 heures avant minuit. Si je me lève à 6 heures le matin, plus 6 heures après minuit, ça va me faire un 8 heures de temps de sommeil. Donc, si je me couche à 10 heures puis je m'endors tout de suite, puis je me réveille à 6 heures, ben, je vais avoir mon 8 heures de sommeil. Si je sais que c'est peu probable que je m'endorme tout de suite, ben, si je me couche à 10 heures puis je me lève à 6 heures, c'est fort probable que je n'ai pas 8 heures de sommeil, je vais en avoir un petit peu moins. Donc, il faut vraiment à la base le planifier, de dire quelle heure je me couche, quelle heure je me lève. Ça, c'est vraiment la première chose importante. Puis s'il n'y a pas 8 heures de sommeil qui est faisable entre les heures de coucher et de lever, déjà là, ça part mal. Et je vais avoir des gens qui vont me dire des fois, oui, mais je peux pas à cause de plein de choses. Je dis, oui, mais la carence en sommeil, c'est associé à la prise de poids, c'est associé à un risque plus élevé de maladie du cœur. Donc, il y a des associations très fortes, très concluantes, entre autres en lien avec l'espérance de vie puis le sommeil. Si tu ne dors pas assez, tu es dans le trouble. Mais qu'est-ce qui justifie ça dans ton quotidien? Tu sais, ta job, qu'est-ce qui a autant de poids pour que tu te dises ça va affecter mon espérance de vie? Je ne peux pas modifier ces facteurs-là. Donc, c'est là qu'il y a un cheminement, il y a une prise de conscience qui est super importante. Pourquoi, moi, ça ne serait pas faisable d'être couché 8 heures? Il faut se poser des questions. Si mon travail ne me permet pas de faire ça, ben moi, sincèrement, je remettrais en question le travail. Je me poserais de sérieuses questions si la job fait en sorte que ça menace mon espérance de vie, ça menace ma qualité de vie. C'est vraiment pas une bonne job. Tu sais, travailler dans une mine d'amiante, là... c'est dangereux, puis il y a bien des gens qui diraient ben moi j'irai pas faire ça, c'est bien trop dangereux parce que j'ai un risque plus élevé de cancer. Ben si ta job fait en sorte que tu peux pas dormir assez, ben si tu me dis que tu travaillerais pas dans une mine d'amiante, ben c'est un peu la même chose là, c'est que c'est pas parce que c'est une job de bureau puis il y a pas d'amiante qu'il n'y aura pas d'effet sur ta santé. Donc la première étape, c'est vraiment ça, dans l'établissement d'une routine de sommeil, on veut le plus possible se coucher à la même heure, se lever à la même heure, puis s'assurer qu'on peut avoir un 8 heures entre ces heures-là. Quand on creuse un peu avec les gens, la plupart du temps, c'est leur routine de vie. C'est les loisirs, les moments ludiques, etc., les moments en famille qui vont avoir un impact sur l'heure du coucher. Trop souvent, temps d'écran. Donc, le temps d'écran avant le coucher, c'est le facteur probablement numéro 1, en tout cas du moins dans ma clientèle, qui explique pourquoi les gens ne se couchent pas à l'heure prévue. Donc, je voulais finir ma série, je voulais écouter un autre épisode, surtout maintenant avec les différentes plateformes disponibles. C'est plus ton émission finie à 9 heures, donc après ça, ben, l'autre émission qui venait après, elle ne t'intéressait pas, tu pouvais aller te coucher.
Dans le temps qu'on avait 3 postes de télé, ben c'était pas compliqué. Il n'y avait rien d'intéressant ces 3 postes. Il n'y avait plus rien à faire avec la télé. Ben, on décrochait de l'écran puis on se préparait à aller se coucher. Là, maintenant, tu as un accès illimité 24 heures sur 24, à peu près tout, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi. Donc, ça rend cette accessibilité-là, fait en sorte que ben, je peux écouter ma série n'importe quand, ce qui veut dire que je peux prolonger aussi mon temps d'écoute. Et là, on se ramasse avec un temps d'exposition à des écrans, des émissions, séries et compagnie, qui viennent perturber l'heure de coucher puis la routine du sommeil. Et ça, c'est indépendamment de l'exposition à l'écran. Juste le temps que ça prend, le moment où on choisit de le faire, va faire en sorte que, ben là, on se couche plus tard. Puis je comprends totalement, je ne suis pas dans le jugement. Moi, le premier, un épisode qui finit, puis je trouve la fin super intéressante, c'est sûr que je vais commencer juste un petit peu l'autre épisode. Si l'autre épisode est super intéressant, je vais continuer encore juste un petit peu. Puis finalement, j'avais prévu de me coucher à 10h, puis il est rendu 11h30 et je m'en vais me coucher. Ouais, puis là, je vais me dire, ben, c'est juste cette fois-là, je vais me reprendre demain. Mais je ne peux pas me reprendre demain si mon objectif, c'est d'être constant pour l'heure du coucher. Et c'est ça qui est problématique. C'est que là, je viens d'avoir un 11h30, 23h30 pour me coucher. Je vais me lever, mettons, à 7h, 7h30. Parfait. Le lendemain soir, si je me couche à 10h, ben c'est tant mieux, bravo, je me suis couché à 10h. Mais je n'ai pas établi une constance parce que la veille, j'étais à 11h30. Donc, c'est ça que ces petits accros-là, ces débordements-là viennent engendrer une grande variabilité dans l'heure du coucher. Et ça, c'est pas favorable à l'induction d'un bon sommeil, d'une bonne routine du sommeil. Ensuite de ça, on a le temps d'écran. Donc, l'exposition à un écran de lumière bleue, même avec les filtres là, de lumière bleue, je suis de moins en moins convaincu que c'est si efficace que ça. Et qu'est-ce qui va arriver avec cette exposition-là à ce type de lumière-là ou à un écran? Bien, ça va décaler, voire même empêcher l'apparition de certaines phases du sommeil et ça va faire un sommeil moins réparateur. Donc, on se ramasse à avoir un sommeil qui est presque considéré comme étant un temps sédentaire, non favorable à la récupération. Donc, je suis couché 8 heures, mais je n'ai pas eu mes phases de sommeil. Je n'ai pas bénéficié suffisamment longtemps ou assez d'une phase de sommeil réparateur, ce qui fait en sorte que je me réveille fatigué le lendemain. Et pire que ça, c'est que je n'ai pas l'augmentation de ma dépense énergétique associée à des heures d'éveil. Si j'avais dormi seulement 5,5 heures, j'ai un 8 heures allongé en mode sommeil, mais qui ne me procure pas les effets réels d'un sommeil réparateur de 8 heures. Alors ça aussi, c'est très problématique. Et c'est quelque chose qui est très difficile à modifier. Donc, changer les habitudes de temps d'écran, utiliser son téléphone, prendre les courriels avant de se coucher, ça demande un effort pour beaucoup de gens, moi le premier, à ne pas faire. Donc, c'est très, très, très facile de tomber là-dedans, de s'exposer à un écran. Puis, moi, j'en ai tellement de gens qui me disent « Oui, mais je m'endors devant la télé, donc ça ne peut pas perturber mon sommeil tant que ça, je m'endors devant. » Ben oui, tu t'endors, mais tu ne rentreras pas dans ton sommeil réparateur, ce qui va faire en sorte que c'est des heures de sommeil un peu gaspillées comme telles, en tout cas qui ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. Et ça peut faire en sorte qu'on va traîner de la fatigue. Et ça va être la fatigue qui va jouer sur la régulation de notre appétit, notre capacité à être actif au quotidien, puis la quantité de temps sédentaire qu'on va accumuler. Une journée que je suis fatigué, je vais avoir tendance à m'asseoir plus. Donc, je vais réduire ma dépense énergétique, je vais augmenter mon temps assis, je vais perturber ma récupération, etc., etc. On rentre encore dans ce cercle vicieux-là. Alors, on ne veut pas ça. Donc, les recommandations classiques, c'est 30 à 45 minutes là, à peu près, là, ça varie, mais pas d'exposition à un écran avant d'aller se coucher. Et ça a l'air pas long, mais c'est quand même considérable. Moi, je vous dirais que c'est pas mal 3/4 des gens à qui je fais ces recommandations-là qui ne sont pas en mesure de les suivre. Au collégial, j'enseigne avec des groupes, puis on fait souvent un projet de recherche pour modifier justement les habitudes de vie, puis on va travailler sur le sommeil. Et quand on regarde que les modifications du sommeil, installer une routine du sommeil, c'est ce qui a le plus haut taux d'échec. Pourtant, c'est ce qui est le plus simple. Il y a des gens qui disent « Moi, je veux augmenter mon activité physique », ils vont aller s'inscrire à un gym, vont commencer à s'entraîner. Écoute, c'est une logistique, c'est des changements, c'est assez important. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait mieux pour la majorité des étudiants que tout simplement dire « Je vais me coucher à une heure fixe. Je vais toujours me coucher à la même heure, puis 30 minutes avant d'aller me coucher, je ne prendrai pas un écran. » C'est pas difficile, là. Tu n'as pas besoin d'avoir une VO2 à 50 ml pour faire ça. Tu n'as pas besoin de squatter 500 livres. Pardon. Tu as juste besoin de le faire.
Puis ça, un taux d'échec effarant associé à ça, donc c'est très difficile. Donc, instaurer cette routine-là, c'est laborieux, c'est difficile et ça a des conséquences assez importantes. Donc, imaginez, si simplement le fait de ne pas être en mesure d'avoir une routine de sommeil va faire en sorte que je ne réussis pas à récupérer, augmentation du temps sédentaire, diminution potentielle de l'activité physique, et ensuite de ça, augmentation des apports nutritionnels. Donc, on va avoir une augmentation de l'appétit. Alors, la table est mise pour avoir une prise de poids. Puis si c'était juste ça, c'est encore pas si pire. Mais sauf que le risque qu'on court, c'est d'avoir une diminution de la condition physique conjointement avec ça. Alors, si on se ramasse à avoir une prise de poids, plus particulièrement du dessus adipeux, une diminution de la condition physique, une diminution de l'activité physique, une augmentation de l'appétit, là, on a une situation qui est beaucoup plus problématique parce qu'on peut arriver théoriquement à un point de non-retour. C'est-à-dire que le niveau de forme va être tellement mauvais que d'augmenter la dépense énergétique, d'augmenter l'activité physique, ça devient une tâche très difficile. Plus c'est difficile, moins le taux de succès est important. Donc ça va être des éléments qui sont vraiment essentiels à considérer. Alors, d'établir une routine de sommeil, et c'est pas malheureusement semaine, fin de semaine. Donc, on veut essayer le plus possible d'avoir, mes parents appellent ça une routine de petit vieux, mais de dire on se couche toujours à la même heure, on se lève toujours à la même heure, du lundi jusqu'à la dernière journée de la semaine, donc jusqu'au dimanche, et c'est toujours la même chose. Ça, c'est plus favorable. C'est pas une garantie, mais c'est plus favorable d'avoir un sommeil qui va être constant, qui va être réparateur et qui va nous permettre de mieux profiter de la journée. Les autres éléments que je voulais aborder en lien avec ça, c'est quand on va ajouter des séances d'entraînement. Lorsqu'on va vraiment rajouter l'exercice comme intervention, on vient demander encore plus au niveau de la récupération. Donc, si le sommeil n'est pas là, ça se peut que physiquement, on soit en mesure de maintenir le niveau de sollicitation, maintenir l'effort, même progresser un peu. Mais ce qui peut arriver aussi avec les carences de sommeil, c'est au niveau de la motivation. Donc, on peut se ramasser à avoir une diminution quand même assez importante de la motivation, de la résilience aussi, donc la tolérance à l'effort. Donc, on peut avoir une séquence qu'on est capable physiquement soutenir pendant un certain temps, mais c'est comme si on vivait sur du temps emprunté. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, la motivation va lâcher, la capacité à soutenir l'effort ne suivra plus. Et là, peut-être avant que le physique montre des signes de fatigue importante, mais ça va être le mental qui ne sera pas capable de tolérer. Dans les sports d'équipe, ça a l'air de rien, mais les carences en sommeil, ça peut diminuer la capacité de cohésion sociale. Donc, ça peut diminuer notre capacité à interagir entre coéquipiers. Donc, ça fait que si on a des gens qui ont des carences en sommeil et puis qui ont du jeu collectif à faire, il peut y avoir plus d'accrochage, plus de problématiques de nature interpersonnelle. Et ça aussi, ça peut affecter le rendement d'une équipe. Tu sais, je vais prendre par exemple le Canadien de Montréal. Il y a quelques années, on disait tout le temps, il y a un problème dans la chambre. Donc, il y avait des clics, il y avait des gens. Ça, c'est un problème de cohésion sociale. Puis c'est très difficile lorsqu'on a du sport collectif de changer cette tendance-là. Il faut vraiment bien souvent briser le noyau et en reformer un nouveau. Donc, ça a l'air peut-être un peu ridicule, mais des problèmes de sommeil peuvent contribuer à la mise en place d'une problématique comme ça. Alors, donc chez l'athlète, le sommeil régulier, ça va être super, super important. Et ça doit vraiment se planifier de façon aussi sérieuse, aussi réfléchie que les entraînements. Donc, les gens qui se cassent la tête à savoir, je prends 60, 75, 90 secondes de temps de repos dans mes entraînements, qu'est-ce qui est optimal? Puis ces gens-là, ils se couchent à peu près à n'importe quelle heure, ils se lèvent à peu près à n'importe quelle heure, écran, pas écran, bof. Pourquoi se casser la tête pour 15 secondes de repos entre tes séries si la routine de sommeil n'est pas établie? Donc, ça ne changera pas grand-chose, là, ton 15-30 secondes de repos de plus ou de moins sur l'amélioration de tes performances à moyen ou à long terme, tout simplement parce que ta récupération, elle ne sera pas là. Et chez les athlètes aussi, on peut observer une prise de poids en lien avec une problématique au niveau du sommeil. Pourquoi? Parce que leur sport, leur exercice peut réussir à se maintenir non affecté. Donc, on va réussir à avoir une dépense énergétique quand même assez intéressante, sauf qu'à l'extérieur, donc les autres activités physiques qu'on fait, surtout si c'est des athlètes professionnels qui n'ont pas un emploi à côté qui leur demande de faire un minimum de tâches, on peut se ramasser à avoir une augmentation un peu plus importante du temps sédentaire. Donc, c'est des choses qui sont aussi à considérer. Donc, le dodo, là, c'est pas juste pour un nouveau-né, ça va être aussi pour
ben, monsieur, madame, tout le monde, l'athlète de haut niveau, puis la constance va être de mise parce que définitivement, on va avoir un impact là, sur tout ce qui est métabolisme énergétique, donc au niveau des apports nutritionnels, au niveau de la dépense, plus en lien avec l'activité physique, ça va avoir un impact, puis on va observer là, des effets qui peuvent perturber la balance énergétique puis mener une prise de poids. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, s'il y a des éléments que je suis passé à côté ou des choses que vous souhaitez aborder, allez-y, j'ai encore quelques minutes pour y répondre. Puis, pendant que je pense juste quelques chiffres là-dessus, la différence au niveau du temps sédentaire entre les gens qui dorment 8,5 heures et les gens qui dorment 5,5 heures, temps sédentaire hors sommeil, là, on parle d'une différence d'à peu près 150 minutes de plus de temps sédentaire par jour, donc 2h30 de temps sédentaire lorsqu'on ne dort pas assez. Donc, ça fait que notre temps d'éveil est moins productif en termes d'activité comme telle. Et je ne parle même pas des facultés cognitives. Là, je ne me suis pas lancé dans ces articles-là, mais on peut supposer que l'attention, la gestion du stress aussi vont être beaucoup plus difficiles en présence de carence de sommeil. Donc, tout ça, ça peut contribuer là, à la problématique et faire en sorte qu'on se ramasse à avoir un gros problème sur les bras. Puis, ce n'est pas en adressant spécifiquement la quantité de calories qui rentre ou la quantité de calories qui sort qu'on va être en mesure de résoudre la problématique. Donc, tant que la personne n'aura pas sa routine du sommeil, on a beau lui demander de bouger plus puis de manger un peu moins, elle n'y arrivera probablement pas sur une période prolongée. Donc, peut-être pendant une semaine ou deux, la personne va être capable de dire « OK, là, je me donne un bon coup de pied dans le derrière, je bouge plus, je fais plus d'exercice, je passe moins de temps assis, je portionne mes quantités, je fais attention à ce que je mange. » Et finalement, on risque de casser parce qu'on remarque que les gens qui sont contraints, surtout au niveau nutritionnel, donc qui subissent une restriction, mais la réponse au niveau de l'appétit est encore plus importante que les gens qui ne le sont pas lorsqu'on a une présence de carence de sommeil. Donc, le fait que je dors moins bien ou pas assez peut faire en sorte que c'est beaucoup plus difficile de couper mes calories si je vais avoir pas plus de chances à dévier. Alors, on veut éviter là, de se ramasser dans ce patron-là. On aimerait ça avoir des gens qui dorment bien en termes de qualité, en termes de quantité, ce qui leur permet d'être actifs au quotidien, puis ce qui leur permet de manger ce qu'ils veulent et de maintenir un poids tout à fait normal. Donc, c'est pas mal tout ce que je voulais aborder. Encore une fois, si vous avez des suggestions, des thèmes, des questions ou des choses que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas à soit me les envoyer via le clavardage, le chat, ou encore à m'écrire sur Messenger, me faire les demandes spéciales. Si c'est dans mes champs d'expertise ou si c'est quelque chose que je trouve super intéressant et qu'il faut la peine que je m'investisse un petit peu plus, ça va me faire plaisir de le faire, d'aller sortir quelques articles scientifiques là-dessus puis de vous concocter un petit balado sur le sujet. C'est toujours plus le fun quand il y a des interactions, c'est toujours plus le fun quand c'est des sujets qui viennent de la foule. Les balados sont en rediffusion sur Spotify, Google, Apple, tout le tralala, et aussi sur le site drkin.com. Les balados sont disponibles là-dessus. D'habitude, ça prend à peu près 24-48 heures avant d'être disponible, le temps que je mette le tout en ligne. Et finalement, si jamais j'ai des gens qui sont de la région de Montréal et qui sont intéressés à voir l'impact du sommeil sur leurs dépenses énergétiques, eh bien, je vais commencer à recruter des gens. Je vais avoir besoin de probablement une vingtaine de personnes pour mesurer l'effet quelqu'un qui dort 8 heures versus quelqu'un qui dort 5 heures. Donc, un petit projet de recherche où pendant au moins une semaine, vous allez devoir dormir 8 heures par nuit et au moins pendant une semaine, vous allez devoir dormir seulement 5 heures par nuit. Donc, c'est pas un projet, ça a l'air relativement simple, mais c'est pas un projet qui est facile. Parce qu'on va mesurer là, votre sommeil, votre activité physique, votre sédentarité. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, écrivez-moi. Donc, le projet, c'est encore embryonnaire, mais je commence tranquillement à mettre la table pour mon recrutement. Puis, donc, c'est ça, vous pouvez m'écrire via Messenger, via courriel ou encore dans le clavardage. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis, j'espère que vous allez pouvoir avoir une routine de sommeil constante, stable et favorable, si ce n'est pas déjà le cas. Bye bye!